Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex présenté par professeurforex.com sur la salle de trading live de DailyFX. Alors comme d'habitude, je vais vous demander s'il vous plaît de confirmer que vous avez le son et l'image correctement de votre côté. En attendant, je vais présenter un petit peu ce dont on parle toutes les semaines aux nouveaux arrivants. Alors, on parle d'un service qui est donc édité par professeurforex.com. Précision importante, c'est un service qui est pour les clients FXCM gratuit. Donc c'est un service qui est offert aux clients FXCM et ça consiste de notre côté à rechercher, rassembler, compiler et suivre des conseils de grandes banques sur le Forex, parfois des positions qu'elles prennent sur lesquelles elles communiquent et la plupart du temps des conseils qui sont entre autres accessibles sur les sites ou les abonnements de leur recherche économique. Toutes les banques ont des services de recherche économique et technique qui publient tous les jours de nombreuses analyses. C'est souvent assez indigeste, mais nous, notre travail, c'est justement de ressortir de tout ça les conseils fermes avec point d'entrée, stop et limite. Ça nous donne donc un réservoir de positions forex, de swing et de moyen terme en provenance de grandes banques. On couvre 10 paires de devises. En 2015, on a 17 banques qui sont apparues au moins une fois dans le portefeuille. Et donc le fait qu'il y ait 17 banques, c'est source parfois de conseils contraires. J'ai regardé un petit peu ce qu'on avait dans le portefeuille avant de vous parler. Je vois qu'on a des conseils contraires qui sont entrés en portefeuille aujourd'hui. C'est des cas intéressants, mais c'est aussi des cas où on se rend compte que le portefeuille des banques n'est pas réellement un service de signaux de trading, dans la mesure où ce n'est pas une source unique. On peut avoir des positions opposées, et quand on se trouve dans ce cas-là, il faut savoir faire ses propres choix en fonction de différents facteurs. Et c'est un exercice auquel notre équipe se prête avec un portefeuille réel qui est géré et publié sur l'espace membre et qui se base sur une sélection de positions trouvées dans le total du portefeuille des banques. Donc pour résumer, le portefeuille des banques, c'est un réservoir, de conseils, de swing trading et de moyen terme, exclusivement sur le Forex. Il faut par-dessus ça faire un travail, de sélection et parfois d'analyse des performances des banques pour savoir quelle banque on va suivre sur quelle paire de devises. Et ça justement, c'est un exercice auquel on se prête avec le portefeuille réel. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les positions en cours. Je rappelle brièvement comment se déroule ce webinaire. C'est un webinaire hebdomadaire, donc ce qu'on fait, c'est que tous les lundis après-midi, on passe en revue la totalité du portefeuille, les positions en cours, ainsi que les ordres en attente, et on pointe sur les graphiques les positions les plus récentes. On voit là par exemple qu'on a une position acheteuse, donc plus ou moins à contre-tendance de Crédit Suisse sur l'euro-dollar. On voit qu'on a 3 banques qui sont positionnées à la vente, qui pour une position de Citi qui a été ouverte le 28 juin, une autre position de Citi ouverte le 8 juillet. Une de JP Morgan ouverte le 19 août, 3 positions vendeuses, et là on a Crédit Suisse qui vient se positionner à l'achat depuis le 1er septembre. C'est donc une position qu'on va aller voir plus en détail sur les graphiques. C'est aussi ça l'exercice auquel on se prête le lundi après-midi. On essaye de pointer les seuils conseillés par les banques sur les graphiques, et on essaye de voir derrière ça quelle peut être la réflexion de la banque et si on y adhère ou pas. C'est un peu ça aussi l'exercice auquel se prêtent nos utilisateurs, tout simplement recevoir un conseil et au lieu de le suivre aveuglément, le pointer sur les graphiques et voir s'il y a des éléments tangibles d'analyse qui permettent d'appuyer ce conseil. Donc là, une position euro-dollar acheteuse qu'on verra plus en détail dans quelques instants. Sur GBP-USD, rien de nouveau. La position la plus récente est une position qui date du 28 juillet. C'est deux positions de long terme dans le contexte post-Brexit. Une de Citi, une de Société Générale, compte tenu des objectifs que vous voyez pour une banque à 1,20, pour l'autre à 1,25, c'est des positions qui sont appelées à rester encore un moment en portefeuille. En ce qui concerne le dollar yen, on a une position assez récente qui date du 2 septembre, une position vendeuse.
On va donc la développer plus en détail sur les graphiques dans quelques instants. Pour terminer avec les positions en cours, donc sur USD CAD, toujours rien de nouveau, et sur NZD-USD, la même chose, la dernière position ouverte date du 29 août. Donc je vous propose maintenant de passer tout de suite sur les graphiques, à commencer par la paire Euro-USD. Donc je vais reprendre de mon côté voilà. Je vais reprendre de mon côté les positions. Et je vais mettre de votre côté les graphiques. Voilà, graphique de l'euro-dollar. On va se mettre en données horaires. Donc moi, je rouvre de mon côté les positions. Voilà. Donc euro-dollar, on avait dit position acheteuse de Crédit Suisse ouverte le 1er septembre au cours de 1,1140. C'est le seuil que je vais pointer tout de suite. En vert, position acheteuse, le cours d'achat. L'objectif est à 1,1360. Et le stop est à 1,1046. Voilà, alors bien sûr, premier critère pour attester de la validité d'une position, la gestion du risque. On voit là que ça respecte les principes fondamentaux de la gestion du risque avec donc un stop plus serré que la limite. Voilà, alors si vous avez des problèmes de qualité, prévenez-moi, ça me permettra d'essayer de mon côté de fermer des applications et d'essayer de gagner un peu de mémoire. Donc voilà pour cette position acheteuse euro-dollar. Alors je vais pointer le moment de la prise de position. À peu près à ce moment-là. Voilà. Donc c'est une position qui s'est premièrement bien déroulée, vu qu'on voit qu'après la prise de position, qui était donc sur les 1,1140, on est monté quand même jusqu'à un plus haut, 1,1251. Donc là, un gain de plus d'une centaine de pips, mais ça constituait à peine la moitié du chemin vers l'objectif. Malheureusement, pour cette position, on est maintenant de retour presque sur le prix d'équilibre. À l'heure où je vous parle, on est sur les 1,1146. Ça remet pas forcément en cause le bien fondé de la position, mais là c'est clair que c'était certainement pas ça qu'avait prévu la banque, sans doute que cette accélération haussière, la banque l'avait prévu, mais elle avait très certainement prévu que cette accélération haussière perdure. Là on a eu un cas particulier, je rappelle que la grande bougie haussière qu'on voit ici était consécutive au NFP, au rapport mensuel du chômage américain. On a eu des mauvais chiffres qui ont donc dans un premier temps plombé le dollar, ce qui a occasionné une hausse à 1,1251, 52. Si on en était resté là, peut-être que l'euro-dollar aurait poursuivi sa progression, mais on a eu d'autres informations ensuite, et notamment une information un peu surprise de la part de la banque Goldman Sachs, qui est toujours très influente sur les marchés, qui a dit vendredi après-midi que malgré les chiffres NFP du chômage décevant, elle avait décidé de rehausser la probabilité qu'elle prend en compte pour une hausse des taux le 21 septembre prochain aux États-Unis de 40 à 55%, c'est-à-dire que maintenant pour Goldman Sachs, malgré les derniers NFP décevants, il y a plus de chances que la Fed augmente ses taux le 21 septembre que de chances qu'elle ne les augmente pas. Donc ça, effectivement, de la part d'une banque telle que Goldman Sachs, un avis aussi tranché qui vient directement ensuite, après des chiffres des NFP très décevants, c'est forcément quelque chose qui est venu
contrecarrer un peu les plans des haussiers, hein. Donc on peut pas en vouloir à la banque, hein, de ne pas avoir prévu, hein, ce contexte, hein. Mais en tout cas, on peut expliquer pourquoi pour l'instant, hein, la position est revenue sur son prix d'équilibre, hein. Rien ne dit d'ailleurs, hein, qu'on va réussir à continuer la baisse, hein. On voit que cette zone des 1,1130 à 1,1150, hein, elle joue le rôle de support là depuis la fin du mois d'août, hein, un support qui commence à avoir l'air de plus en plus solide. Donc effectivement, hein, ça peut être, c'est une position, hein, qui peut éventuellement, hein, toujours être une bonne idée, hein. Si on s'intéresse à la validité des seuils, on voit que l'objectif des 1,1360, hein, se situe juste avant les derniers sommets importants, hein. Ça, c'est pas anodin, hein, c'est certainement ça qui est dans la tête de la banque, hein, pour le choix de ce seuil, hein. De même que le stop, hein, qui, comme on le voit, hein, correspond à une zone de congestion ici assez récente, hein. Donc voilà pour cette première position que nous devions, hein, mettre en lumière, hein. Pour l'instant, disons que il vaut mieux se positionner en stand-by, hein, vis-à-vis de ce conseil. On voit qu'il est bien parti, hein, a fait la moitié du chemin vers l'objectif, puis là on est de retour sur le prix d'équilibre, hein. Donc méfiance, hein, mais c'est pas non plus, hein, une annulation de scénario. Voilà pour cette position euro-dollar. On va poursuivre avec... Alors, non, pas avec cette diapositive. Voilà, je reprends les graphiques. Voilà. Alors, la deuxième position qu'on devait mettre en lumière, hein, c'était une position dollarienne de Crédit Suisse aussi, hein. Crédit Suisse, hein, pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est une banque, hein, parmi les plus actives, surtout en ce qui concerne le court terme, hein. Et c'est une banque aussi qui envoie, hein, donc pas mal de positions de court terme, mais pas trop, hein, sur les autres échelles de temps. C'est pour ça qu'on la voit revenir souvent, hein. Les positions de court terme, elles passent dans le portefeuille, elles sont fermées, et ensuite il y en a d'autres qui arrivent, hein, tandis que les autres banques, hein, sont sur des échelles de temps un peu plus longues, hein, ce qui fait que on les voit, elles ont des positions forcément moins nombreuses, hein, vu qu'elles ont des horizons de temps plus larges. Donc on continue, dollar-yen, je vais passer sur un graphique horaire de dollar-yen avec, donc c'était un ordre de vente, une position vendeuse, ouverture le 2 septembre au cours de 103,90. Donc un bon timing, on peut le dire, parce que les derniers sommets, hein, étaient pas loin de ce seuil des 103,90, hein. Dernier sommet sur les 104,31. Le 2, c'était ici. Voilà. Donc là, prise de position à la vente. Pour l'instant, c'est une position qui est en gain. Au moment où je vous parle, hein, on est sur les 103,30. On a potentiellement un obstacle, hein, sur les 103, 103,10. L'objectif de cette position vendeuse est sur les 100 points. Un objectif psychologique, hein, un objectif psychologique par excellence même. Et le stop est à 104,47. Avec là pour le coup, hein, un stop qui est serré, hein, par rapport à l'objectif, hein. On aurait pu, hein, respecter les règles élémentaires de gestion du risque, hein, et choisir un stop plus serré, hein. Donc là déjà le timing est bon, hein, vu qu'on voit que c'était quand même un sommet important, ce sommet là, et qu'on est quand même rentré à la vente proche de ce seuil. Ça, c'est un bon point déjà. Ensuite, le stop des 104,47, on voit qu'il correspond assez précisément à ce plus bas là qui date du mois de juillet, mais globalement, hein, c'est vrai que
La justification graphique de ce seuil n'est pas nette. C'est différent pour les 100 points. On voit qu'il y a beaucoup plus de points de creux majeurs qui ont été marqués sur ce seuil. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est un seuil psychologique par excellence. Donc là, l'objectif s'explique facilement, peut-être un peu moins que le stop. Le stop, c'est peut-être aussi tout simplement un stop serré. La banque se dit qu'elle n'est pas forcément à 100% sûre d'elle, et que ce pari en direction des 100 semble intéressant, mais qu'après tout, elle ne se risquera pas un risque de perte trop important. Donc ça justifie aussi le stop serré. Ce genre de stratégie aussi justifie qu'on positionne le stop essentiellement en fonction de la gestion du risque, et pas forcément en fonction de l'analyse. Donc voilà pour cette position dollarienne qui est en gain pour l'instant et qui est dans ses premiers développements, ce qui veut dire que elle est toujours intéressante pour ceux qui souhaiteraient la suivre. Peut-être que maintenant, il faudrait attendre une cassure nette des 103 points pour une deuxième confirmation. Mais c'est une position qui reste quelque part encore valable à suivre. Dans les positions en cours récentes, on n'avait plus rien. Donc je vais repasser sur les diapositives et je vais vous parler des positions en attente. On en a des nouvelles et notamment je vous parlais de ce cas euro-yen, avec deux ordres limites contraires, un ordre limite d'achat et un ordre limite de vente. Donc là c'est un cas qu'on va voir un peu plus en détail, de même que cet ordre limite d'achat USDCAD, pareil pour l'ordre limite d'achat AUD-USD, et également USDCHF. On a enregistré pas mal d'ordres en attente aujourd'hui, en attente ces derniers jours, notamment deux ordres en attente aujourd'hui et 3 vendredi dernier. Donc on va les passer en revue. On va tout de suite revenir sur les graphiques. Je vais d'abord rappeler pour les débutants ce que sont les ordres limites. Un ordre limite d'achat, c'est quand on place un cours d'entrée en dessous du cours actuel. On veut acheter à meilleur compte. On attend que ça baisse pour acheter à un bon prix. L'ordre limite de vente, c'est l'inverse. On attend que ça monte pour pouvoir vendre à un meilleur prix. Voilà la stratégie qui se cache derrière les ordres limites. On va donc repasser immédiatement sur les graphiques. Voilà. Avec tout d'abord, comme on l'avait dit, euro-yen. Alors le premier ordre, c'est un ordre limite d'achat au cours d'entrée de 113,30. Donc on attend que la correction se poursuive jusqu'à 113,30 pour pouvoir seulement à ce moment-là se positionner à l'achat. À partir du moment où on sera positionné, l'objectif sera sur les 120. Donc on va même peut-être pas s'en donner 4 heures. Là c'est quand même une position avec des objectifs assez éloignés. Et le stop 112,30. Voilà, donc là un stop également serré, un stop qui se justifie aussi par les deux derniers plus bas importants qu'on voit ici. L'objectif sur les 120 est de son côté peut-être plus psychologique qu'autre chose, avec peu de points de contact récents d'un point de vue graphique. Donc là c'est très certainement plus le côté psychologique du seuil des 120 qui est dans l'idée de la banque. On voit aussi que c'est pas une position qui mise complètement sur un retournement de tendance. C'est une position qui mise au contraire toujours sur la possibilité de respect de cette large tendance baissière.
on voit, on peut tracer grossièrement une ligne de tendance. Voilà, on va essayer de la faire passer par le maximum de sommets, mais enfin bon, on se rend compte que le seuil des 120, le fait qu'on s'arrête sur le seuil des 120, ça montre quand même que c'est pas qu'on garde toujours l'opportunité ouverte d'un retour vers de nouveau plus bas. Enfin bon, j'aurais considéré cette position comme une position misant sur un retournement plutôt au-dessus de 123, 125. Là, 120. On reste quand même sur une position qui laisse la possibilité de repartir à la baisse ensuite. Le stop, j'en ai déjà parlé, là effectivement il est très serré et très graphique également. Donc là voilà une position qui attend sagement son cours d'entrée. Là on voit que ça a bloqué sur les 116. Depuis les 116, on décline quand même pas mal. C'est pas exclu qu'on le touche, ce seuil d'entrée des 113,14. Mais personnellement, j'aurais plus aimé un cours d'entrée sur ce seuil-là, plutôt sur les 113,90, 114. Voilà, on voit que c'est un seuil qui dans la correction sera potentiellement un support important, peut-être plus important que les 113,30. On voit qu'il y a pas mal de points de contact avec les 113,90. Donc là, c'est la petite critique qu'on pourrait apporter. Peut-être que le cours d'entrée ne sera pas touché à cause du support des 114. On va poursuivre avec la deuxième position euro-yen, le deuxième conseil anticipé euro-yen, le deuxième ordre limite, qui concerne cette fois la vente, et donc au-dessus du cours actuel, le cours d'entrée à 116,99. 116,99. Donc là, on attend que ça remonte à 116,99 pour se positionner à la vente. Je rappelle que c'est une position qui a été ouverte, enfin qui a été conseillée le 2, donc à peu près par là. Voilà. On est monté jusqu'à 116,34, donc on s'est quand même plus ou moins approché du cours d'entrée. Et là, on voit qu'on a une baisse quand même assez conséquente. Peut-être que c'est une position qui a raté le départ. Peut-être que la banque misait sur la poursuite de ce mouvement haussier jusqu'à 116,99 pour ensuite redescendre, et qu'en fait ce mouvement haussier n'est pas allé assez loin pour toucher le cours d'entrée. Donc à surveiller dans les mises à jour des positions des banques dans ces prochains jours. Peut-être effectivement que cet ordre va être annulé si le scénario que je vous ai expliqué se confirme. Voilà, alors je regarde un peu vos commentaires. Voilà, alors on parle d'expliquer les seuils. Oui, effectivement, il y a certains d'entre vous qui expliquent l'importance des seuils par l'indicateur Ishimoku, éventuellement, pourquoi pas. C'est ça l'exercice, auquel on se prête. On pointe des conseils et on essaye de voir pourquoi ces seuils et ces conseils ont été conseillés. Pour voir justement si on est d'accord avec ou pas. Donc effectivement, si vous avez repéré que certains seuils peuvent être expliqués par Ishimoku, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas plus que ça, et c'est un bon point. Ça veut dire que on a des éléments techniques qui valident la position. Donc je vais continuer avec donc ce cours d'entrée 116,99 que je vous ai expliqué qu'il allait peut-être pas jamais être touché, parce que là, à mon avis, la banque elle prévoyait une extension de ce mouvement-là qui est visiblement déjà terminé. Ça se confirmera sous les 115, mais là, ça semble mal parti. Donc, si jamais on le touche, ce cours d'entrée des 116,99, on visera les 112,80. Avec un stop à 117,30.
Voilà. Donc le stop des 117,30, hein, c'est graphiquement pas grand-chose. C'est peut-être lié au seuil des 117. La banque visait un cours d'entrée juste en dessous du seuil des 117. Et les 117,30, ça correspondrait à un seuil, un dépassement de 30 pips. Bon là on peut confirmer une cassure quand même. Donc là ça voudrait dire que cette résistance des 117 repérée par la banque n'est plus valide. Donc là, on a un stop qui se base très certainement sur cette réflexion. Quant à l'objectif, on voit que c'est, on va dire, les derniers plus bas conservateurs. Les derniers plus bas sont plutôt sur les 112,30, mais on a aussi une série de plus bas intermédiaires sur les 112,80. Et c'est peut-être plus prudent un objectif sur les 112,80 plutôt que d'essayer d'aller chercher quelques pips supplémentaires et de prendre de beaucoup plus gros risques. Voilà donc pour ce conseil vendeur euro-yen. C'est toujours intéressant de le pointer sur le graphique, mais là malheureusement, comme je vous l'ai dit, à mon avis, les mises à jour des prochains jours vont confirmer l'annulation de ce conseil ou alors l'ajustement du cours d'entrée. On avait, avant de terminer, on va voir une autre position intéressante. USD CHF, c'est une devise qui est pas très active dans le portefeuille, donc on va en profiter avec cet ordre limite de vente à 98,30 qui a été enregistré aujourd'hui. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est tout frais. Donc on attend que ça remonte à 98,30 pour se positionner à la vente et viser 97,55. Là c'est intéressant parce que c'est le type de position qui est quand même assez rare dans le portefeuille des banques. Là c'est une position de court terme. On voit que c'est le type de position qui, avec un peu de volatilité, pourrait se réaliser en une journée sans problème. Et le stop donc 98,66. Voilà, donc le seuil des 98,66, c'est juste après ces deux sommets-là qui sont importants, et juste avant ce sommet-là qui l'est encore plus. L'objectif des 97,55, c'est juste avant les 97,50, c'est aussi sans doute lié à ce plus bas-là. Excusez-moi. C'est effectivement assez, compte tenu de la réaction haussière qu'on a eue quand on a testé les 97,50, c'est effectivement pas une mauvaise idée d'avoir un objectif au-dessus de ce seuil des 97,50. Donc voilà, là on attend une remontée à 98,30. On voit qu'il y a une résistance qui se dessine juste au-dessus des 0,98, sur les 0,9815 environ. Donc il va falloir surpasser ça avant que la position se déclenche. Donc pour l'instant, un conseil qui semble assez bien ficelé et qui reste à surveiller. Surveillons l'avancée vers le cours d'entrée des 98,30. Voilà, on a maintenant fait le tour de l'essentiel des positions importantes en ce début de semaine. Je vais faire quelques rappels simplement. Je rappelle que ce dont on parle, c'est bien sûr il y a plus de choses sur l'espace membre que ce que je vous montre ici. Notamment l'historique des performances avec des classements détaillés des banques. Quelle est la meilleure banque pour chaque paire de devises sur le dernier mois, sur les 3 derniers mois, sur l'année dernière. Tout ça, c'est des données qui vous aident à choisir les positions que vous suivez dans le portefeuille des banques. Il y a aussi ce portefeuille réel, le portefeuille réel géré par notre équipe à partir d'une sélection de conseils de banque que vous retrouvez sur l'espace membre. Tout ça, donc pour vous dire que ça peut être aussi intéressant pour ceux qui sont habitués à suivre ce webinaire, d'aller voir directement de vos yeux ce qu'il en est grâce à notre offre d'essai de 7 jours que vous trouverez facilement sur professeurforex.com. Je vous rappelle aussi que ce webinaire auquel vous venez d'assister sur la salle de trading live DailyFX, vous le retrouvez tous les lundis à 16h. Et je rappelle aussi que ce service du portefeuille des banques est offert pendant un an aux clients FXCM
en plus de la formation Université du Forex, qui est la formation qu'on commercialise depuis plus de 10 ans, qui est aussi quelque chose qui est donc offert aux clients FXCM qui ouvrent un compte par l'intermédiaire de notre site professeurforex.com. Voilà. Je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques. Au revoir.